Well, I'm Senator Dick Black. Bonjour, je suis le sénateur Dick Black. Permettez-moi de dire pour commencer que j'ai un passé militaire. J'ai combattu dans des combats terrestres intenses avec la première division de marine et j'ai été blessé. Mes deux hommes de radio ont été tués à mes côtés. J'ai aussi volé dans des missions d'hélicoptères de combat et mon hélicoptère a été touché par des tirs au sol à 4 reprises et a dû se poser en catastrophe même dans un cas précis. Je mentionne donc cela pour dire que je suis un patriote. J'ai versé beaucoup de sang pour ce pays. Et j'aborde donc cette question d'un point de vue très conservateur, mais qui, je pense, est très bien informé. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos relations avec la Chine. Et j'aimerais commencer par notre engagement envers Taïwan d'abord. Permettez-moi de dire que je suis préoccupé par la tension sino-américaine croissante. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que les États-Unis doivent exercer leur hégémonie en Asie. Et j'espère que nous pourrons diminuer les tensions actuelles. Permettez-moi de commencer par examiner la situation avec Taïwan. Si vous regardez les choses en termes de développement historique, disons au cours des 50 dernières années, les relations entre la Chine et Taïwan sont des affaires internes de la nation chinoise. Et tout comme nous nous attendons à ce que la Chine s'abstienne de toute ingérence dans la politique étrangère, ou plutôt dans la politique intérieure des États-Unis, nous devrions également nous abstenir de toute ingérence excessive dans les affaires intérieures de la Chine. On vient un petit peu en arrière, le président Nixon avait effectué une visite en Chine en 1971, qui est peut-être la visite diplomatique la plus importante jamais effectuée par un président américain. À la suite de cette visite, les États-Unis et la Chine ont énormément bénéficié d'une amélioration du commerce et de la sécurité nationale. Et ces développements historiques ont été fondés sur ce qu'on a appelé le communiqué de Shanghai, qui reste encore la base des relations bilatérales aujourd'hui. Le président Nixon et le premier ministre chinois Zhou Enlai avaient jugé nécessaire de résoudre la question de Taïwan. Il existait certes d'importantes divergences de vues entre les deux nations, mais ils avaient comblé ces différences en reconnaissant la politique d'une seule Chine et de deux systèmes. Et comme résultat concret de leur accord, nous avons connu la paix et l'harmonie entre nos nations depuis, disons, un demi-siècle. Tant que les États-Unis ont abordé la question de Taïwan avec respect et sensibilité, les intérêts de deux parties ont prospéré et la paix a été maintenue de part et d'autre du détroit de Taïwan. En 1971, quelque chose de très important a été fait. 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont un droit de veto. Ce sont les 5 nations les plus puissantes, l'une d'entre elles étant bien sûr la Chine. Et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 2758 avec l'approbation tacite des États-Unis et a transféré le contrôle de ce siège, qui était très puissant, à la République populaire de Chine, sous l'ancien gouvernement de Chiang Kai-shek, justement, à la République populaire de Chine. Et en conséquence de cela, le gouvernement de Pékin a été reconnu par les Nations unies comme le gouvernement légitime de la Chine. Et toutes les relations diplomatiques sont passées de l'ensemble des nations vers le RPC, donc la République populaire de Chine. Et Taïwan s'est retrouvé dans une situation où elle était considérée un peu comme l'était Hong Kong auparavant. Taïwan était forte, était indépendante, mais en 1979,
les États-Unis donc, ont reconnu officiellement donc, la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime de la Chine. C'est donc assez étrange de nous voir aujourd'hui parler comme si la République populaire de Chine n'était pas le seul gouvernement légitime du pays. Donc, on a connu cette période de croissance exponentielle du commerce entre nos deux nations. Cela a été très bénéfique à bien des égards, pour nous aussi. Mais d'autres fois, ça a eu des inconvénients. Mais quoi qu'il en soit, cet énorme commerce a fini par provoquer des tensions commerciales, malheureusement. Et le président Trump a soulevé des problèmes très légitimes avec les Chinois, concernant en particulier leur violation de la propriété intellectuelle, de nos brevets, de nos droits d'auteur. Je pense qu'il était tout à fait justifié de le faire. Il était également très justifié de souligner le déséquilibre de la balance commerciale. Et des négociations ont été entreprises pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, tout cela s'est produit dans une année présidentielle et très vite, les républicains et les démocrates qui se sont accusés mutuellement d'être trop indulgents envers la Chine. Et finalement, leur rhétorique a dégénéré en une cacophonie stridente de voix hostiles et déraisonnables. Il y a eu des affirmations exagérées sur les intentions militaires chinoises à l'égard de Taïwan, auxquelles les États-Unis ont répondu par des exercices navals qui avaient pour but de faire de la provocation. Et à son tour, la Chine a effectué des survols quelque peu provocateurs également avec ses avions dans les eaux au large de Taïwan. Et aucune de ces actions n'était nécessaire. Ils ont simplement été un coup de bâton dans l'œil de l'autre, on va dire. Et je pense que les tensions sino-américaines croissantes n'ont profité à personne. Je crois que les dirigeants américains seraient bien avisés de raviver l'héritage plus durable du président Nixon, à savoir la normalisation des relations entre les deux pays. Maintenant, permettez-moi de changer de sujet une minute. Je veux parler de la façon dont la Chine traite les Ouïghours dans la province de Xinjiang. La province du Xinjiang est une énorme région du nord-ouest de la Chine. C'est une région très aride, elle est faiblement peuplée. La pauvreté y est considérable en raison de cette situation. Et encore une fois, il est important de comprendre le contexte de ces choses. Lorsque vous entendez « Ah, ces pauvres Ouïghours sont attaqués », en 2014, des terroristes armés de couteaux se sont emparés de la gare de Kunming et ont attaqué les Chinois Han, qui est dans une attaque qui est restée très célèbre aujourd'hui. Plus de 170 personnes ont été tuées ou blessées par des terroristes, justement, qui étaient tous armés de couteaux. Et c'était des séparatistes ouïghours. Ils portaient un drapeau du Turkestan oriental qui était peint à la main et ont massacré des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient totalement impuissantes. Ce n'était pas la première attentat de ce type. Des dizaines d'attaques terroristes similaires ont été perpétrées déjà dans la province du Xinjiang. Et donc, les militants ouïghours ont l'intention de former un État islamique radical en utilisant les idées fondamentalistes wahhabites qui sont importées d'Arabie saoudite et d'autres pays similaires. Et ils veulent que cette sorte de gouvernance qui date du 7e siècle, très, très, très brutale, prenne place dans la région. Et ils veulent aussi exclure tous les Chinois Han qui vivent actuellement dans la province du Xinjiang.
Donc, le gouvernement chinois a donc été contraint de réagir. L'approche chinoise face aux Ouïghours est compliquée. Donc, ils essaient de réduire la pauvreté qui est historique dans la région et mettent en place des fonds de financement de développement des infrastructures qui sont très importants pour éliminer justement les causes réelles qui est la pauvreté de ces djihadistes, en donnant des formations professionnelles, une alphabétisation massive, la modernisation de l'agriculture qui joue un rôle très important là-bas, et aussi la construction de logements modernes pour les populations locales. Donc, nous devons mettre les choses en perspective et reconnaître qu'il n'y a pas d'obligation plus importante pour une nation que de protéger ses citoyens de la violence. Et tout comme les États-Unis, hein, lorsque nous avons déclaré les raisons de notre séparation et de la mise en place d'un nouveau gouvernement, nous avons dit que l'une des 4 raisons d'établir le gouvernement était d'assurer la tranquillité intérieure. Et les Chinois n'ont pas moins cette obligation envers leur peuple que nous. Donc la propagande occidentale sur le génocide est, pense selon moi, injuste, inexacte et irresponsable même. Et je pense qu'il est important de comprendre que ce qui se passe dans la province, dans le Xinjiang, le gouvernement turc facilite le mouvement des militants ouïghours de la Chine vers la province d'Idlib en Syrie, en passant par la Turquie. Et il y a même une brigade de 4000 hommes qui sont composés de militants ultra-armés ouïghours qui se battent contre le gouvernement légitime de la Syrie. Ils font partie des forces d'Al-Qaïda et servent sous les ordres d'Abu Mohamed al-Jalani. Ils opèrent à partir d'Al-Shougour, un point très important, un point défensif très important là-bas. Et ils font partie des terroristes les plus sanguinaires de la planète. Des hommes qui ont été rendus célèbres pour leur décapitation, les viols collectifs, les crucifixions, l'esclavage. Et c'est la mentalité qu'ils portent avec eux lorsqu'ils font des allers-retours entre la Chine et la Syrie. Donc c'est très dangereux pour la Chine. Et je pense que c'est malheureux. La CIA américaine a apporté aux terroristes dans la province d'Idlib en Syrie un soutien inébranlable. Et nous employons régulièrement des terroristes dans divers points chauds du monde sans tenir compte du risque collatéral très important que cela représente pour les États-Unis et l'Europe. There's been discussion of Il y a eu des discussions la suppression des extrémistes par la Chine comme qualifiée par un génocide. Qu'est-ce que ça veut dire le terme génocide si on regarde? Même le département d'État américain ont dit qu'il n'y avait aucune évidence de soutenir cette idée qu'il y a un génocide des Ouïghours aujourd'hui en Chine. Donc ça vient même du département d'État américain. Donc le monde est assiégé par des terroristes djihadistes fanatisés et on doit les combattre car ils renforcent l'insécurité mondiale. Je voudrais simplement parler d'une autre chose. Les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour essayer de résoudre
les points de friction qu'il y a dans le monde partout. Et je pense que la Syrie est un bon point de départ pour collaborer à résoudre les problèmes du monde. Is under the Syrian government, but the other 10% is controlled by the terrorists. On sait qu'il y a 10% qui sont encore contrôlés par les terroristes en Syrie, mais des deux côtés, tout le monde sait que cette guerre, la seule chose qui fait que la guerre continue, c'est les régimes des sanctions contre la Syrie, l'acte César, qui est un acte brutal de guerre qui cause des famines, qui crée de l'insécurité. Et si nous simplement nous mettions fin à l'embargo et aux sanctions, parce que les jeunes hommes de Syrie n'ont aucune ambition à devenir des soldats et à continuer cette guerre. Ils veulent rebâtir leur pays. Il est temps que nous commencions que nous arrêtions de faire siffler les mitraillettes et que nous relancions les programmes de développement. Aider à reconstruire la Syrie, parce que donc, je vous rappelle, c'est 4000 terroristes ouïghours qui sont actifs en Syrie, travaillent avec Al-Qaïda, qui ont pour but de détruire la nation syrienne, de faire tomber le gouvernement. Cela renforce les militants ouïghours et donc pose un problème également en retour, justement, dans la région du Xinjiang. Parce qu'ils vont répandre cet esprit révolutionnaire, criminel, avoir des armes, et ce serait vraiment une menace existentielle pour l'existence même de la Chine. Et c'est malheureux que la CIA est tout à fait conscient de ça. On a donc on a formé des armées de terroristes, en fait, dans la tradition wahhabite, qui tuent les chrétiens et les gens qui ne sont pas de leur ligne. Et moi, j'ai travaillé pour ça, pour ces gens-là. Et je sais qu'ils savent ce qui se passe dans la région du Xinjiang. Et c'est une opportunité, pour eux, c'est une opportunité de faire une nouvelle opération cyclone, comme on l'avait fait justement en Afghanistan contre l'Union soviétique, c'est-à-dire de soutenir ces terroristes. Et c'est très, très dangereux. Ça pourrait avoir des conséquences terribles de déstabilisation du monde entier si nous commençons et continuons cette opération en Chine. Et je pense que les États-Unis doivent changer d'approche vis-à-vis de la Chine. Et je suis tout à fait concerné, inquiet que les diplomates chinois, les gens de la vieille génération quittent la scène politique et sont remplacés par des jeunes diplomates chinois qui sont plus agressifs par rapport à ces provocations, en fait. Et le but est de diminuer le niveau de tension pour pouvoir que nous vivions en paix. Et on doit toujours se rappeler, si on se lance dans une guerre contre la Chine, donc on sait qu'à chaque fois qu'on a mené des guerres en Asie, et qu'aujourd'hui, il y a le potentiel de danger d'utilisation de l'arme nucléaire, comme cela a été mentionné. Et là, on aurait des morts qui seraient en quantité incalculable. Donc, il faut aller sur le terrain diplomatique qui doit prévaloir dans cette période. Merci beaucoup pour ce que vous faites ici lors de cette conférence. Merci, Colonel Black.